Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une ce soir, 783 jeunes bénéficient du programme social du gouvernement Agir pour les jeunes phase 2. Il s'agit des jeunes de San Pedro. Ils ont reçu leur chèque des mains du ministre Ahmed Bakayoko, montant 320 millions de francs CFA. La gouvernance des entreprises publiques, l'État et les experts comptables améliorent le dispositif de contrôle. Des assises ont eu lieu à Abidjan sous forme de regard croisé entre les maillons clés de la certification des comptes. Les faits marquants dans ce 20h. L'élevage fleuron du Salon de l'agriculture de Paris. Le salon a ouvert ses portes hier. C'est le rendez-vous le plus attendu du monde agricole. Des ministres ivoiriens sont sur place, nos différents reporters également. Et enfin au Togo, le dépouillement est en cours. Les Togolais attendent donc le résultat du premier tour de la présidentielle. 7 candidats à la conquête du fauteuil présidentiel. Parmi les candidats, le président sortant, Faure Gnassingbé. Bienvenue à tous dans votre 20h. Le ministre de la Défense remet des chèques à 783 jeunes de San Pedro, montant 320 millions de francs CFA, et c'est dans le cadre du programme social du gouvernement Agir pour les jeunes phase 2. Le compte-rendu de Sam Kona. La caravane du bonheur des jeunes, initiée par le ministre Touri Mamadou dans le cadre du programme social du gouvernement Agir pour les jeunes 2, était à l'étape de San Pedro le vendredi dernier. 783 chèques d'un montant de 320 millions 512 500 francs CFA leur ont été remis par le ministre d'État Ahmed Bakayoko et plusieurs membres du gouvernement. Dans 2-3 mois, nous passons donc à la 3e phase. Pour la région de San Pedro, nous aurons 3 920 bénéficiaires pour un montant total de 1 764 000 francs CFA. Les domaines choisis par les jeunes sont le commerce, l'élevage, les services, l'artisanat, l'agriculture et la pêche. Je veux juste prendre à témoin nos parents et chefs qui sont là. Vous êtes là depuis que la Côte d'Ivoire est la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si déjà en Côte d'Ivoire, en votre présence, un gouvernement est venu réunir vos enfants devant vous et leur donner une chance de réussir par eux-mêmes à travers un appui financier. Je ne crois pas. C'est la première fois. Ça, c'est le gouvernement des résultats concrets du président Alassane Ouattara. Chers jeunes, vous avez la chance d'être bénéficiaires. Je vous en supplie. C'est une vraie opportunité pour réussir. Ce n'est pas une occasion de gaspillage. Nous sommes conscients de l'opportunité que le gouvernement nous offre ce jour. Grâce à vous, nous faisons partie aujourd'hui des entrepreneurs de la région de San Pedro. Nous voulons remercier le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et le gouvernement avec à sa tête le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Nous prenons l'engagement de rembourser ces montants que vous nous remettez ce jour. Après San Pedro, le ministre Touri Mamadou se rendra dans d'autres villes du pays pour le bonheur des jeunes. Le deuxième titre de ce journal porte sur les entreprises publiques. L'État et les experts comptables veulent améliorer la gouvernance des sociétés à participation publique. Des assises sous forme de regard croisé se sont tenues ici à Abidjan entre les maillons clés de la certification des comptes. Le reportage complet de l'enseignant Bakayoko. De nombreuses réformes engagées par le gouvernement au sein des entreprises étatiques ont permis de bousculer les mauvaises habitudes et d'amorcer effectivement l'amélioration de la qualité de leur gouvernance. Sauf que des défis majeurs restent à relever. Parmi ces défis figure encore et toujours l'épineuse question de la reddition des comptes,
dont les éléments centraux sont la production de l'information financière, l'audit des comptes et surtout l'exercice du commissariat aux comptes. Votre position dans la vie de l'entreprise publique est centrale. Elle nous donne les moyens, d'une part, de renforcer la transparence et l'anticipation dans votre rôle d'alerte, et d'autre part, d'obtenir des leviers d'optimisation des performances dans votre rôle de conseil. Au niveau des professionnels du chiffre, cette importante mission de certification se heurte quelquefois à l'indisponibilité des informations à auditer, ou même à des procédures et processus mal ficelés qui débouchent bien souvent sur le refus de rendre les rapports d'audit, les maquillages de chiffres ainsi que les manipulations des données comptables. Dans le cadre de cette réflexion, l'objectif final est de formuler des recommandations pour améliorer les dits processus et procédures pour une meilleure transparence et gouvernance des entreprises publiques. Bouclier stratégique au cœur du dispositif de contrôle, l'État actionnaire attend davantage des experts comptables et des commissaires aux comptes. Je vous invite donc à poursuivre avec nous cette marche que nous souhaitons pleine d'innovation et d'engagement. Et nos bonnes pratiques ne naîtront qu'avec notre expérience et en demeurant dans l'action. En 2019, le portefeuille de l'État compte un peu plus de 80 entreprises publiques pour 191 experts comptables inscrits au Conseil de l'Ordre national. On en vient au magazine du dimanche. Invité Ousmane Samassi Touré, secrétaire général adjoint du Sénat, rapporteur général du comité scientifique du Forum du Sénat avec les collectivités territoriales. L'entretien avec Hamza Diaby a justement porté sur ce premier forum. Extrait. Ce forum a enregistré la participation exhaustive des 201 maires de Côte d'Ivoire, des 31 présidents de région, des 33 préfets de région, des 99 sénateurs, ainsi que de nombreux experts nationaux et internationaux. Toutes les questions touchant à la décentralisation ont été évoquées. Des questions centrales, comme le transfert des compétences de l'État aux collectivités territoriales, comme la question de l'autonomie financière des collectivités territoriales. Également ont été évoquées la question du statut des élus locaux. Des questions non moins importantes touchant à la coopération décentralisée, à la participation citoyenne au sein des collectivités territoriales, à l'intercollectivité, à la lutte contre les changements climatiques et la préservation de l'environnement. Toutes ces questions ont été débattues au cours de ce forum. Les maires et les présidents de région ont posé leurs difficultés en termes de statut relativement à l'efficacité de leurs actions. Le forum a endossé cette recommandation. Autre recommandation forte, la mise en place d'un groupe de plaidoyer. Vous savez qu'au niveau de la décentralisation, tous les acteurs sont de différents niveaux. Donc le président Jeannot Ahoussou Kouadio entend mettre en place un groupe tripartite, gouvernement, parlement, élus locaux, afin de pouvoir traiter l'ensemble des questions qui ont été évoquées tout à l'heure. Voilà, c'était un extrait du Dimanche Magazine avec Ousmane Samassi Touré, secrétaire général adjoint du Sénat, rapporteur général du comité scientifique du Forum du Sénat avec les collectivités territoriales. Vous le savez, le Salon international de l'agriculture de Paris a ouvert ses portes depuis hier. L'élevage est au cœur de la 57e édition. 1400 éleveurs et 4000 animaux à ce rendez-vous. Il s'agit pour les acteurs du secteur de s'inspirer du savoir-faire français en matière d'élevage et de pêche afin d'accroître les productions nationales. Des ministres ivoiriens sont sur place. Le reportage de nos envoyés spéciaux Jean-Luc Gbangbo et Zakaria Traoré. Chaque année, c'est le rendez-vous le plus attendu de la communauté agricole française et internationale. Le Salon international de l'agriculture est le plus grand rassemblement français d'animaux à haute valeur génétique. Vaches, taureaux, chèvres, volailles ou encore dromadaires, Paris devient pendant 9 jours la plus grande ferme de France. Plus de 600 000 visiteurs sont attendus à l'édition 2020. Parmi eux, ces exposants ivoiriens.
C'est ici, au pavillon 5, que le ministère des Ressources animales et halieutiques a pris ses quartiers. Oh, j'en mets chez moi. Peut-être. Vous tenez? Oui, je vais tenir. L'une des principales attractions ce premier jour, les escargots géants venus de la Côte d'Ivoire. Ils sont gigantesques, hein. C'est la première fois que je vois des escargots aussi gros. Mais c'est vrai que c'est sympa, c'est à voir. On est venu aujourd'hui pour faire la promotion de son élevage, puisque aujourd'hui la Côte d'Ivoire s'est investie dans l'élevage de l'escargot. La participation à cette vitrine du monde agricole, le ministère veut s'en servir pour donner un coup d'accélérateur à la production animale et halieutique ivoirienne. Cela en s'inspirant du savoir-faire français en la matière, mais également à travers la conclusion des partenariats fructueux au profit de ces structures et acteurs. Ici, ce que nous venons rechercher, en plus de notre participation, c'est nouer des partenariats avec un certain nombre de centres de recherche, des opérateurs privés, pour voir comment, dans notre stratégie de production, nous puissions être également performants dans les domaines de l'élevage des bovins, des caprins et porcins. Voilà l'équation donc qui nous est posée et nous devrions, en tant que techniciens, experts, apporter les réponses qu'il faut pour que là encore nous puissions mettre à la disposition des Ivoiriens de la viande, mais surtout de la qualité. Des systèmes d'élevage engagés pour répondre aux défis du XXIe siècle, c'est le thème retenu par la Côte d'Ivoire à côté du thème central du salon qui, lui, est l'agriculture vous tend les bras. Faisons connaissance avec le Comité national de télédétection et d'information géographique qui est sous tutelle du cabinet du Premier ministre. Au cours de l'année 2019, plusieurs partenaires ont bénéficié de l'expertise de ce comité à travers des conférences. Reportage, Grace Kando. Le Comité national de télédétection et d'information géographique, CNTIG, a pour mission, entre autres, de coordonner les programmes en matière de géo-information et de télédétection appliquée. En d'autres termes, permettre à l'État de disposer d'une base de données fiable dans tous les domaines pour faciliter la prise de décision. Pour l'année 2019, le CNTG a développé plusieurs innovations technologiques. Nous, cette année écoulée, le CNTG a assisté plus de 35 ministères et administrations publiques, 23 collectivités, plus de 520 professionnels qui ont été formés par nos services, plus de 1500 emplois directs ont été créés lors des projets que le CNTG a exécutés. On enregistre la mise à jour de la carte emploi. Pour l'année 2020, le CNTG sera encore au rendez-vous pour accompagner le programme d'action du gouvernement. Les actions et projets du CNTG pour l'année 2020 seront en cohérence avec le plan d'action prioritaire du gouvernement et permettront de renforcer l'élan social pour le bien-être des populations. Parmi les actions, on enregistre la vulgarisation de la plateforme INDGS et plusieurs innovations technologiques et l'intelligence artificielle. Le CNTG est une structure sous tutelle du cabinet du Premier ministre. Concernant le volet communication, une délégation de l'Office de la radiodiffusion télévision du Mali a échangé avec le directeur général de la RTI, Fousseni Dambélé, et ses collaborateurs. Objectif, partager leurs expériences en matière de télévision et de radio. La rencontre a été marquée par la signature d'un partenariat et la visite des studios du journal télévisé. Le compte-rendu d'Issaïo. La coopération Sud-Sud est en marche dans le domaine de la communication et des médias. Une délégation de l'Office de la radiodiffusion-télévision du Mali, conduite par son directeur général, était l'hôte de la RTI, radiodiffusion-télévision ivoirienne. Cette visite est mise à profit par les responsables de ces deux entités pour partager leurs expériences. La RTI, c'est une chaîne que nous regardons beaucoup, c'est une chaîne que nous respectons beaucoup. L'expérience de la RTI nous intéresse beaucoup. La RTI fait un excellent boulot. Il y a trois domaines principaux qui nous intéressent. Le domaine de la formation, que nos agents puissent venir s'inspirer de tout ce qui se passe dans le domaine technique, dans le domaine du marketing et tout le reste. Dans le domaine des échanges de programmes également, nous sommes intéressés. Et également dans le domaine de la coproduction et surtout de la mutualisation des moyens pour que quand une équipe ivoirienne va à Bamako, nous puissions l'aider. Et quand une équipe de la télévision malienne viendra en Côte d'Ivoire, que vous puissiez l'aider également. Avec cette globalisation, les chaînes du Sud ont de très gros défis à relever.
seuls nous partons perdants. Mais en mutualisant nos moyens, nos savoir-faire, eh bien, nous devenons un peu plus forts et nous pourrons profiter les uns des expériences des autres, mais aussi également dans les rencontres internationales, notre voix sera encore plus forte et nous pourrons avoir un peu plus de moyens pour échanger et imposer un certain nombre d'attentes de notre part avec des partenaires qui sont de plus en plus présents. Le directeur général de la RTI, Fosseni Dambélé, et celui de l'ORTM, Salif Sanogo, ont convenu de renforcer leur coopération à travers la signature d'un partenariat. Une visite des studios, du journal télévisé et des émissions a permis à la délégation de l'ORTM de s'imprégner du matériel dont dispose la RTI. Le groupe de travail des Nations Unies réfléchit sur la responsabilité des entreprises en matière de droits de l'homme dans les pays en conflit et post-conflit. Les recommandations issues de ces travaux seront soumises à l'Assemblée générale des Nations Unies. Lydie Sadia. La responsabilité des entreprises dans la préservation des droits humains est au cœur des discussions entre le groupe de travail des Nations Unies et des experts venus de la sous-région. Il s'agit d'un partage d'expériences sur la protection des droits de l'homme en milieu professionnel, surtout dans les pays en conflit et post-conflit. L'objectif que vise l'organe onusien est de formuler un ensemble de bonnes pratiques que les États et les entreprises devront intégrer pour prévenir et traiter les violations des droits de l'homme. Nous avons 3 principes qui ont été définis aux Nations Unies, qui demander à toutes les entreprises de respecter. Ces principes, c'est respecter les droits de l'homme, protéger, réparer. Comment le faire, comment le mettre en place, en particulier dans des pays qui sont peut-être plus fragiles que d'autres. C'est là l'enjeu, c'est là la discussion d'aujourd'hui qui devrait déboucher sur des recommandations. Ces recommandations doivent être présentées à l'Assemblée générale des Nations Unies pour servir de guide aux entreprises. La Côte d'Ivoire, quant à elle, enregistre de nombreuses avancées en matière de droits humains. La Côte d'Ivoire s'est approprié les normes du Bureau international du travail pour l'élimination des discriminations contre les travailleurs en ratifiant le 1er avril 2016 notamment la Convention numéro 155 sur la sécurité et la santé des travailleurs. La Côte d'Ivoire est le 3e pays au titre de l'Afrique à accueillir cette consultation régionale, après Beyrouth pour la région du Moyen-Orient et les Philippines pour l'Asie-Pacifique. Le projet, organisé à Abidjan par le groupe de travail des Nations Unies sur les entreprises, est soutenu par le département fédéral suisse des affaires étrangères. Reportage signé Lydie Sadia et Herman Guivet. Au chapitre politique, on s'intéresse à la rentrée politique de la jeunesse unie pour la Côte d'Ivoire nouvelle en présence du ministre de la Jeunesse, Mamadou Touré. Il a exhorté les jeunes à se faire enrôler pour la CENI. Astou Touré pour plus de détails. Salle comble pour la jeunesse unie pour la nouvelle Côte d'Ivoire, JUNSI, mouvement politique de jeunesse proche du RHDP. Plus de 4000 jeunes se sont ainsi donné rendez-vous à la salle Anoumabo pour marquer leur soutien au président de la République, Alassane Ouattara, pour les actions menées en leur faveur. Il s'agit également pour eux de démontrer leur engagement et leur disponibilité à promouvoir les idéaux jusqu'à la victoire du RHDP aux élections d'octobre 2020. Cette rentrée politique aux allures festives est placée sous le thème « La responsabilité de la jeunesse pour une élection apaisée en 2020 ». Notre responsabilité sera grande dans la consolidation des acquis obtenus depuis 2011. De nombreux jeunes bénéficient actuellement des programmes d'amélioration de leur employabilité. 19 500 bénéficient des financements pour entreprendre un projet. D'ici fin 2020, ce chiffre sera porté à 131 000 jeunes qui vont bénéficier de financements pour réaliser un projet. Tout ceci n'a été possible que dans un environnement de paix. Nous ne devons plus accepter de retourner en arrière. C'est pourquoi la JNCI mettra tout en œuvre pour que rien n'arrête la marche de notre pays vers l'émergence. Représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, au patron de cette rencontre, Mamadou Touré a exhorté les jeunes à se faire enrôler afin de figurer sur la nouvelle liste électorale. Le message, c'est de dire que nous avons des élections dans quelques mois. Ils doivent avoir leur carte d'identité, ils doivent s'inscrire sur la liste électorale. La démocratie, c'est le terrain, c'est ce qui a été démontré aujourd'hui. La démocratie, c'est les urnes.
Et la jeunesse ivoirienne est en train de se mobiliser pour fermer la bouche à tous ceux qui veulent faire régresser la Côte d'Ivoire. Message bien perçu par les leaders de jeunesse. C'est de notre devoir d'être aux côtés de la jeunesse pour sa rentrée politique et pour préparer l'élection présidentielle de 2020. La carte nationale d'identité, en dehors même des élections, est un sésame précieux pour tout individu membre d'une nation. J'ai vu du monde qui sont prêts pour le changement en Côte d'Ivoire. Créée en 2015, la Jeunesse Unie pour la Nouvelle Côte d'Ivoire, JEUNSI, compte à ce jour plus de 10 000 membres. Rentrée politique également du mouvement Action Prado, les membres se disent engagés à contribuer à la victoire du RHDP. Pour atteindre cet objectif, ils vont parcourir le pays pour enrôler les nouveaux majeurs, Ahmed Traoré et Aboulaye Koné. Quelle contribution du mouvement Action Prado pour la victoire écrasante du RHDP à la présidentielle 2020? C'est le thème de la rentrée politique de Action Prado. Au cours de cette rencontre avec les militants venus des différents quartiers d'Abidjan, il s'est agi pour les leaders de cette structure de s'engager pour la victoire du RHDP au premier tour de l'élection présidentielle. L'enrôlement des nouveaux majeurs va bientôt commencer et le renouvellement des pièces d'identité va aussi commencer. Donc c'était la raison fondamentale pour cela que nous avons convié toutes ces jeunesses-là, toutes ces populations pour qu'elles s'apprêtent pour l'enrôlement des nouveaux majeurs. C'est vraiment important que les jeunes que nous sommes puissions reconnaître le travail qui est fait parce que ce travail est fait pour nous et c'est nous qui sommes les premiers bénéficiaires de cette activité. Selon Souleymane Touré, représentant le parrain Amadou Gon Coulibaly, l'émergence de la Côte d'Ivoire sera effective avec le président Alassane Ouattara. Au nom du Premier ministre Amadou Gon, nous sommes venus ici apporter notre soutien à cette activité et les encourager, les féliciter pour tout ce qu'ils font dans tous les coins et recoins de la Côte d'Ivoire pour faire la promotion des actions du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le mouvement Action Prado entend parcourir toutes les contrées du pays pour enrôler les nouveaux majeurs en faveur du RHDP. Politique et culture, l'artiste Tiken Jah Fakoly en tournée à Daloa. C'est dans le cadre de la tournée nationale Élection sans Gbangban. L'artiste a invité les Ivoiriens à la paix et à la cohésion, gage de développement. Les temps forts avec Issa Yeo. Daloa, place pétanque. Une foule nombreuse pour communier avec la méga star du reggae ivoirien, Tiken Jah Fakoly. Quatrième étape de la tournée nationale, Élection sans Gbangban. Le concert tient toutes ses promesses. Paix, cohésion, réchauffement climatique. Tous ces thèmes sont passés au peigne fin dans les différents titres de l'artiste engagé. Daloa est reconnu pour être un passage pour les candidats à l'immigration clandestine. À l'endroit des jeunes, Tiken Jah passe ce message. Si toute la jeunesse avait tous fait les valises et parti de l'Afrique, alors l'esclavage n'allait jamais être aboli. Sous la colonisation, avaient tous fait les valises et parti sur l'eau, aller quelquefois se suicider dans l'eau. La colonisation n'allait jamais finir ici en Côte d'Ivoire et nulle part en Afrique. Les avions sont pleins. Les gens qui sont là-bas, là, où nous on veut aller là, les avions sont pleins. Ils viennent seulement, ils viennent. Ça veut dire qu'ici, là, ça sent bon. Pendant plus de 2 heures, le public chante et danse avec son idole. Le concert était parfait, bien chic, on s'amuse très bien ici. Depuis que je suis à abattoir, vous pouvez regarder Fakoly, il a dit la passé chez Fakoly, ça vous a ici venu. Tiken Jah est venu nous donner une nouvelle vie, une nouvelle dynamique, une nouvelle réconciliation, une nouvelle unité nationale. J'espère que tout le monde a compris la paix. Le message donné par Tiken Jah Fakoly, la paix, vive la paix, nous avons compris. Comme à Yopougon, Gagnoua et San Pedro, Tiken Jah Fakoly exhorte les jeunes à se regarder d'intérêt général, la paix et la cohésion. Il invite surtout toute la jeunesse ivoirienne à faire en sorte que les élections à venir se passent sans heurts.
La 3e édition du Lodjoukro Festival de Dabou a refermé ses portes hier samedi. Placée sous le thème Lagmandji, valeurs culturelles et promotion humaine, cette édition a été marquée par les participations des peuples alliés. Regardez. Hymne national de Côte d'Ivoire au son du balafon. Puis, démonstration des jeunes sénoufos pour témoigner le caractère de peuple travailleur. Loin de la région du Poro, nous sommes à Dabou, région des Grands Ponts, à la cérémonie de clôture de la 3e édition du Lodjoukro Festival. Dans le cadre du brassage des cultures, les peuples alliés sénoufos de Korogo et Abidji de Sikensi sont des invités de marque. C'est le message de cohésion sociale, mais le message de travail, parce que le thème de cette année, c'est Langbandji. Langbandji, c'est la fête qui permet de montrer au peuple qu'on a réussi. Pour le ministre chargé de la promotion de l'investissement privé, cette 3e édition est une réussite. Mais nous sommes un peu comblés surtout par une reconnaissance au niveau le plus élevé par le chef de l'État, par le Premier ministre qui s'est fait représenter par le ministre de la Culture. C'est le socle de la cohésion sociale. Et cette cohésion sociale, comme l'a dit monsieur le ministre, nous apportera beaucoup de développement, beaucoup de fierté d'être des Ivoiriens, d'être à Djoukro. Et je crois qu'on vient de vivre 7 jours qui ont été vraiment très riches. Lagmandji, valeurs culturelles et promotion humaine, thème évocateur qui encourage les peuples au travail pour une autonomie socio-économique. Surtout pour la consolidation des liens entre différentes communautés est salué par le ministre de la Culture et de la Francophonie. Des centaines de milliers de participants, ce qui montre qu'à travers nos arts et nos cultures, le peuple peut se rassembler. Et c'est avec notre culture que nous pouvons aller au développement, à l'émergence. Donc nous sommes heureux. Présentation des atouts culturels et socio-économiques à Djoukro à travers différents passages des générations et danses du terroir, des temps forts de la cérémonie de clôture du Lodjoukro Festival 2020. Les faits marquants de l'actualité à l'étranger, c'est le 7 sur 7, les temps forts avec Ami Meïté et Gabriel Zani. Le Rwandais Kizito Muigo est retrouvé mort le lundi dans sa cellule. Selon la police, le chanteur de 38 ans se serait suicidé. Il a été interpellé 4 jours plus tôt alors qu'il tentait de rejoindre des groupes terroristes au Burundi hostiles à Kigali, une accusation du gouvernement remise en cause par des proches de l'artiste. Le président sortant, Ashraf Ghani, a été réélu à la tête de l'Afghanistan mardi selon des résultats définitifs. Le président sortant a obtenu 50,64% des voix contre Abdullah, réédité de 39,52% des suffrages. Abdullah a immédiatement contesté ces résultats. Il revendique la victoire et annonce la formation d'un gouvernement parallèle. La Grande-Bretagne a mis en place un nouveau système d'immigration à point ce mercredi, un nouveau système exigeant aux travailleurs migrants de se faire attribuer des points selon des compétences spécifiques et il leur faut au moins 70 points pour obtenir un visa de travail. Par cette politique, le gouvernement veut réduire le nombre de personnes vivant au Royaume-Uni avec des faibles compétences. Le jeudi, Leo Varadkar, le Premier ministre irlandais, a démissionné de la tête du gouvernement. Une démission attendue depuis la défaite de son parti Fine Gael aux législatives du 8 février dernier. Le parti du Premier ministre est arrivé en 3e position. Leo Varadkar va assurer l'intérim jusqu'à la formation d'une nouvelle équipe de coalition. Inculpé pour le meurtre de son ex-épouse, le Premier ministre Thomas Taban n'a pas comparu devant le tribunal le vendredi. L'homme de 80 ans a quitté son pays pour l'Afrique du Sud. Il a annoncé sa démission de la tête du gouvernement pour ces accusations. Une enquête a révélé l'implication de Thomas Taban dans l'assassinat de son ex-femme.
Riek Machar, de nouveau vice-président du Soudan du Sud, conformément à un accord conclu en 2018 avec le président Salva Kiir, Riek Machar va gouverner le pays pour la 3e fois depuis l'indépendance du Soudan du Sud. Il a prêté serment samedi devant des diplomates et des chefs d'État, dont le président soudanais, le général Abdel Fattah al-Burhan. À 78 ans, Bernie Sanders est arrivé largement en première position de la primaire du Nevada. Le sénateur indépendant qui promeut une révolution politique conforte ainsi son statut de favori dans la course à l'investiture démocrate pour affronter Donald Trump en novembre prochain. Au Togo, pour terminer, le dépouillement des votes a commencé hier, juste après le premier tour de la présidentielle. Plus de 3,6 millions de personnes devraient départager les 6 candidats en lice. Parmi les candidats, le président sortant Faure Gnassingbé. Et juste après la fermeture des bureaux de vote hier, le domicile d'un opposant a été encerclé pendant quelques heures. Et voilà, c'est la fin de ce 20h. Merci de votre fidélité et bonne soirée à tous.